Le président chinois Xi Jinping a reçu Emmanuel Macron à Pékin pour une série de discussions. Le président français a appelé le gouvernement chinois à œuvrer pour la paix en Ukraine. Au lendemain de l'entrevue à Moscou entre Vladimir Poutine et Steve Witkoff, Bruxelles et Kiev accusent la Russie de feindre des efforts pour parvenir à la paix en Ukraine. Une réception en grande pompe au palais du peuple de Pékin, décor des congrès du plus grand parti communiste du monde. Le président chinois Xi Jinping a accueilli ce jeudi son homologue français Emmanuel Macron pour une série d'entretiens. Premier sujet abordé, la guerre en Ukraine et les relations entre Pékin et Moscou. Bien que le gouvernement chinois assure constamment vouloir la paix, il n'a jamais condamné l'invasion de l'Ukraine et a même reçu à plusieurs reprises le président russe Vladimir Poutine sur son territoire depuis le début du conflit en février 2022. Bruxelles soupçonne également la Chine de fournir des composants militaires à l'armée russe. Durant leurs discussions, Emmanuel Macron a plusieurs fois appelé Xi Jinping à faire pression sur Moscou, mais a entendu son hôte rejeter fermement toute part de responsabilité dans la crise ukrainienne. Accompagné par 35 dirigeants d'entreprises, le président français a aussi proposé à la Chine des investissements croisés pour rééquilibrer la relation commerciale et prôner la coopération avec le G7 pour une gouvernance économique fondée sur des règles. Les déséquilibres commerciaux constituent un lourd contentieux entre le vieux continent et Pékin. Les pratiques commerciales chinoises des voitures électriques à l'acier sont jugées déloyales par Bruxelles. Une lettre d'intention a été signée dans ce sens par les deux pays à l'issue des discussions. Au lendemain de l'entrevue à Moscou entre Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff, une rencontre qui n'a abouti à aucune évolution concrète quant aux conditions d'un accord de paix en Ukraine, Bruxelles et Kiev accusent la Russie de feindre les efforts pour parvenir à mettre fin au conflit. Présent à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN mercredi, le chef de la diplomatie ukrainienne Andriy Sybiha a exhorté Vladimir Poutine à, selon ses mots, cesser de faire perdre du temps au monde. La ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, a quant à elle appelé le dirigeant russe à mettre fin à l'effusion de sang en Ukraine et à s'asseoir à la table des négociations pour parvenir à un accord. De son côté, Vladimir Poutine renvoie la responsabilité de l'impasse des discussions aux alliés européens et à l'Ukraine. Jeudi, Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, doivent rencontrer le principal négociateur ukrainien Rustem Umerov pour de nouvelles négociations. Israël a lancé une attaque aérienne sur le sud de Gaza qui a tué 5 personnes, dont 2 enfants, selon l'agence de défense civile de Gaza. Le bombardement a blessé 32 personnes dans un camp d'hébergement à Khan Younis. Israël a déclaré avoir pris pour cible un militant du Hamas en représailles à une attaque qui a blessé 5 soldats israéliens. Cette attaque constitue une nouvelle violation du fragile cessez-le-feu en vigueur depuis le début du mois d'octobre. Plus tôt dans la journée de mercredi, le Hamas a rendu la dépouille de ce qui pourrait être l'un des derniers otages. Son corps est actuellement examiné par des experts médico-légaux. De son côté, Israël a déclaré qu'il laisserait bientôt les Palestiniens quitter Gaza par le poste de frontière de Rafah pour rejoindre l'Égypte. Mais l'heure et les conditions exactes du passage de la frontière font l'objet de négociations avec le pays. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 16 500 personnes doivent quitter Gaza pour recevoir des soins médicaux. Dans le bras de fer qui oppose les États-Unis au Venezuela, le président Nicolás Maduro a admis avoir eu une récente conversation téléphonique avec Donald Trump que le président américain a évoqué il y a quelques jours. S'exprimant sur les détails lors d'un événement gouvernemental à Caracas, Maduro a déclaré que l'appel avait été initié par la Maison-Blanche. Le président vénézuélien a également expliqué pourquoi il n'en avait pas parlé publiquement jusqu'à présent. Cuando hay cosas importantes, en silencio tienen que ser, hasta que se den, ¿verdad? Yo tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Venezuela.
Ces dernières semaines, la marine américaine a coulé plusieurs bateaux utilisés par des trafiquants de drogue présumés dans les Caraïbes et a envoyé son plus grand porte-avions dans la région pour tenter de forcer le président vénézuélien à quitter le pouvoir. En début de semaine, la presse internationale a cité plusieurs sources affirmant que Nicolás Maduro était prêt à le faire en échange d'un accueil dans un autre pays d'asile, de garanties de sécurité, de la levée des sanctions internationales et d'une amnistie pour ses fonctionnaires. La vice-présidente de la Commission européenne, Roxana Menzatou, était l'invitée de notre émission matinale Europe Today. Elle a déclaré que la compétitivité européenne ne devait pas se faire au détriment des droits des travailleurs. Dans le cadre de l'agenda de l'Europe sociale, elle dévoilera des plans visant à améliorer les compétences des travailleurs pour répondre aux besoins actuels en matière de main-d'œuvre et aux transitions vertes et numériques. Roxana Menzatou a répondu aux inquiétudes selon lesquelles les droits sociaux ont été sacrifiés au nom de la compétitivité. Competitiveness is absolutely essential for us to be able to deliver quality jobs, but we cannot, as Europe, I think, achieve competitiveness if we forgo or if we lower the standards on employment. So we need to do this together, balancing the two. L'impact des systèmes d'intelligence artificielle sur le lieu de travail est l'un des sujets importants qui seront abordés dans la législation. Un rapport récent d'Euronews a montré qu'un lieu de travail européen sur 4 utilise désormais des algorithmes et l'IA pour prendre des décisions qui ont un impact sur la vie professionnelle des employés. Some jobs for sure will be transformed or will disappear, and some will be functioning with AI assistance. Our concern is that where we will have AI as a boss, not only as an assistant, we need to create trustworthy environments and trust for SMEs, therefore corporations and for workers to use and work with these systems. Les travailleurs de tous âges, de toute région et de tout secteur devront renforcer leurs compétences en matière d'IA, mais Roxana Menzatou a souligné que les projets de la Commission éviteraient de créer une charge supplémentaire pour les entreprises européennes. Depuis l'éviction de Bachar al-Assad en décembre 2024, l'Allemagne a suspendu les demandes d'asile émanant de Syrie. Tarek Al-Awass, ancien réfugié et porte-parole de l'association de défense de l'immigration pro-asile, rappelle que le pays reste dangereux, notamment pour les femmes et les minorités, bien que comme beaucoup de Syriens, celui-ci était plein d'espoir lors de la chute du régime. Für mich war das Moment der Hoffnung, ein Riesenaufbruch, dass wir eine Demokratie und einen Rechtsstaat in Syrien aufbauen können. Leider hat es aber nicht länger gedauert, bis wir eine Klatsche der Realität gekriegt haben. Ahmed al-Shara, ancien dirigeant d'Al-Qaïda, a pris la tête de la Syrie en janvier 2025. De nombreux Syriens craignent le rétablissement d'un régime d'oppression. Das sind Dschihadisten, die dann nicht länger nach dem Sturz vom Assad-Regime angefangen haben, Minderheiten, LGBTIQ-Menschen und Frauen zu verfolgen und zu unterdrücken in dem Land. Au début du mois de novembre, l'ONU a levé les sanctions à l'égard d'Ahmed al-Shara, qui s'appliquaient en raison de ses liens avec Al-Qaïda. Was wehtut, ist, dass die internationale Gemeinschaft gerade versucht, genau diese Gruppe mit Ahmed al-Shara gerade zu legitimieren in Syrien. Hauptsache, sie haben einen Ansprechpartner in Syrien, mit dem man verhandeln kann und sprechen kann. Sie drücken aber ein Auge zu. Tarek Al-Awass déplore la politique actuelle de l'Allemagne en matière d'asile. Le pays s'est selon lui trop rapidement désengagé de son devoir d'accueil des réfugiés. Das Ziel wäre es, die Menschen so viel wie möglich davon abzuhalten, nach Deutschland zu fliehen oder nach Europa zu fliehen. Das wird aber nicht funktionieren. Letztendlich, die Menschen fliehen, weil es Kriege und Krisen in den Herkunftsländern gibt. Tarek Al-Awass appelle l'Europe à faire davantage pression sur les dirigeants syriens afin d'instaurer les bases d'une démocratie solide dans le pays. Die Mehrheit der Menschen sagen, wenn es wirklich eine Stabilität in dem Land gibt, dann würden wir zurückkehren, um das Land aufbauen. Und unsere Erfahrung mit der Demokratie im Ausland, also im Exil, nicht nur Deutschland, sondern Europa oder weltweit, wollen wir mitbringen. Après près de 60 ans de dictature en Syrie, Tarek Al-Awass rêve de vivre en démocratie dans son pays. In Deutschland sind rund 920 Syrer ausreisepflichtig. Einige Politiker sagen, sie sollen wieder zurück und ihr Land aufbauen. Doch dafür fehlt es in Syrien an Sicherheit. Deshalb muss zunächst mit der syrischen Zivilgesellschaft in Deutschland gesprochen werden, denn sonst folgt die nächste Fluchtwelle. Diana Resnick aus Berlin für Euronews.
À une époque où la guerre numérique ne connaît pas de frontières, l'Ouest et l'Est s'affrontent désormais dans le cyberespace. Mais quel est le rôle de la Grèce qui se trouve à la frontière orientale de l'Europe? Τα σύνορα της Ευρώπης, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε τις συνθήκες για να γίνει αυτό στο άμεσο μέλλον, οπότε αναγκαστικά θα παίξουμε αυτό το ρόλο. Και τον παίζουμε ήδη. Απλά, καλό θα ήταν να το αναγνωρίσουν και οι υπόλοιπες χώρες σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτό που το κάνουν σήμερα. Compte tenu de la situation géographique de la Grèce, les menaces qui pèsent sur le pays sont différentes de celles qui pèsent sur les États baltes. Έχουμε πάρα πολύ ακτιβισμό, κυβερνοακτιβισμό, βανδαλισμό αν θέλετε, κυρίως επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας, distributed denial of service επιθέσεις, οι οποίες όμως δεν αφήνουν μόνιμες βλάβες και οι οποίες αντιμετωπίζονται αρκετά εύκολα. Έχουμε αρκετό κυβερνοέγκλημα, το οποίο αυξάνεται όλο και περισσότερο επειδή η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δίνει επιπρόσθετες δυνατότητες στους εγκληματίες αυτή τη στιγμή. Επομένως βλέπουμε μια μεγάλη αύξηση των επιθέσεων και φυσικά έχουμε πάρα πολύ κατασκοπία. Mais la Grèce peut-elle rester neutre dans ce conflit numérique qui oppose l'Ouest à l'Est? Είναι ένα μεγάλο λάθος ο διαχωρισμός του φυσικού από τον ψηφιακό κόσμο. Είναι ένα και το αυτό. Ένα νευρικό σύστημα είναι πιο εκτεταμένο από αυτό που είχαμε στον πραγματικό κόσμο. Επομένως, θα πρέπει να σκεφτόμαστε την ασφάλεια με τους ίδιους όρους αυτοματισμού που τη βλέπουμε και στο φυσικό κόσμο. Τότε μόνο θα είμαστε ασφαλείς. La guerre numérique est un conflit qui a déjà commencé et la Grèce y est déjà engagée. Pour Athènes, les seules interrogations sont les alliances que formera le pays et son degré de préparation.